Salut à toi. Aujourd'hui, on a l'occasion de recevoir Ilyes. Ilyes est un des leaders de l'intelligence artificielle et de la French Tech en France, un des futurs tout grands, et je t'invite à le découvrir maintenant. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on commence tout de suite. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on était en train de discuter du no-code et de ce que tu racontais à tes élèves. Mais avant de vendre le punch, un grand bonjour, Ilyes, comment vas-tu? Ça va super et toi? Moi, je te dirais que je suis enchanté de cette rencontre parce que ça fait un moment que je te suis dans la rue. Je te stalk et que je te regarde dormir très tard le soir. Je plaisante. Que j'ai suivi un peu ton évolution. Quand j'ai commencé en fait à cartographier le Web3 français, bah, je t'ai découvert, j'ai découvert tes activités, ce que tu faisais. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelqu'un qu'il faut que je rencontre et qu'il faut que j'invite dans ce podcast. Et il a fallu attendre l'année fatidique 2023 pour que ça se passe. Donc, un grand merci à toi d'être présent. Mais commençons par le commencement pour les gens qui ne te suivent pas dans la rue et qui ne te prêtent pas en photo en train de dormir. Qui es-tu? Alors, comme tu as dit, moi je m'appelle Ilyes. Alors, je suis très content d'être ici aussi avec toi. Parce que pareil, on se suivait sur LinkedIn, mais on n'a jamais eu l'occasion de vraiment échanger. Donc c'est top. Alors, moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle de formation. Je me suis spécialisé sur la vision par ordinateur. J'ai travaillé sur des sujets super sympas autour de la boxe, du sport, de l'industrie, dans plein de choses. Je suis aussi créateur de contenu, donc je suis l'auteur de la revue IA, qui est un des médias francophones de référence sur l'intelligence artificielle, la data science. Alors, je l'ai créé il y a 4 ans et demi. Et à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de contenu il y avait pas beaucoup de contenu sur l'intelligence artificielle et le contenu qui était disponible, c'était en gros Terminator et les robots tueurs qui allaient prendre Oui, toute c'est l'humanité ce que et j'allais dire. me servir. Donc en fait, il y avait deux visions. C'était la vision de Monsieur Tout-le-Monde. Quand tu disais IA, c'était de la science-fiction. C'était Transformers. Et il y avait le chef d'entreprise. Pour lui, en fait, l'IA, c'était une baguette magique dans laquelle, en fait, tu avais quelque chose qui rentrait, donc des données. Il ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, mais bon. Il y avait des données qu'on mettait dans une machine et en sortie de cette machine, c'est du cash. Ouais, 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 C'était ouais. la formule magique. Et donc, moi, j'ai voulu faire un peu un travail de vulgarisation. Et aussi, en fait, ma théorie, enfin, la thèse que j'ai longtemps défendue, c'est que le danger de l'intelligence artificielle, c'est pas Terminator et les robots tueurs, c'est les algorithmes qu'on a en contact avec nous toute la journée, tout le temps, H24. Et c'était ça l'objectif initial. Tu viens d'ouvrir toutes les portes. Mais commençons par le commencement quand même. Ah, tu as dit que tu étais ingénieur. C'est ta décision ou celle de tes parents? Euh, On commence avec les questions difficiles. Non, alors non, c'est vraiment initialement, tu vois, moi je savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc au moment où je passe mon bac, je sais pas exactement ce que je veux faire. Je me dis bon, en discutant avec mes parents, enfin mon père m'explique que quand on sait pas ce qu'on veut faire, vaut mieux faire un truc un peu généraliste et faire des maths. Oui, Parce que les maths, en fait, c'est un peu la porte d'entrée à plein de domaines, quoi. oui, Même en termes de réflexion, de challenge, c'était quelque chose, une matière avec laquelle j'ai eu pas mal de mal dans toute ma scolarité, mais au final, là, au moment où je suis arrivé au bac et puis après dans mes études, c'est la matière que j'ai le plus appréciée, en fait, ok. globalement. Et donc, je suis allé en classe prépa. En classe prépa, maths physique. Donc un cursus assez classique. Et à la fin, j'ai fait un concours pour intégrer l'ISUP, donc l'Institut de statistique de l'Université de Paris. Et là, pareil, en fait, parce que c'est une école qui est connue pour sa filière actuariat, Ok. dans le monde des assurances, dans la gestion de risque en entreprise. Et il y avait une filière data science qui était un peu moins réputée. Mais la réflexion que j'ai eue à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose, un domaine qui puisse m'ouvrir plein de portes dans plein de sujets différents.
Avec l'actuariat, c'était pas possible. On fait que de la finance et de l'assurance. Alors que dans la data science, j'ai travaillé dans le sport, dans l'industrie, on peut bosser dans le médical, dans l'agriculture, enfin, c'est infini, quoi. C'était ça la réflexion que j'ai eue. Et donc, j'ai fait ce master-là à l'issue en data science et un master en mathématiques appliquées en même temps, en fait, à l'UPMC. J'ai Donc, le goût petit de, monde à j'ai le goût de dire waouh, mais en même temps, je commence à te connaître, donc je dis bah c'est normal, c'est dans tes standards. Je trouve ça intéressant que tu aies associé justement l'intelligence des data. J'essaie de franciser ça, mais je sais pas comment ça se dit exactement. Bref, la data science, que tu as réussi à te dire, bah, ça peut m'ouvrir plein de portes, alors que pour la majorité du monde, bah, c'est plus un gros couloir qui te dit, bah, tu vas finir dans un sous-sol d'une tour à traiter des données. C'est vrai qu'en fait, au final, la plupart des gens qui font de la data science, c'est ce qui se passe. Ils finissent en SS2I à travailler enfin, c'est bien aussi parce que je travaille sur plusieurs projets avec pas mal d'entreprises. Ou alors en finance, quoi. Ouais. Finance et Oui, banque. oui, Mais moi, je savais que c'était pas ça que je voulais faire. En fait, le domaine que je visais initialement, c'était le domaine du sport. C'était vraiment voilà. ça. Je voulais faire de la data science dans le sport. Et du coup, ça fait une bonne transition avec du coup, ce que j'ai fait à la fin de mes études. Sachant qu'en fait, pendant mes études, j'avais commencé en freelance, mais ça, c'est plus ma rencontre avec le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un sujet, un autre volet. Peut-être Ok, qu'on bah, parlera. je dis vas-y, vas-y, Et, je et dis, donc, le sujet data science et sport, je l'ai rencontré donc, dans ma dernière année d'études. On devait faire un stage de 6 mois et moi, je cherchais vraiment quelque chose dans le sport. C'était mon objectif. Et en fait, j'ai trouvé un sujet super intéressant à l'INSEP, qui oui, est l'institut qui forme oui. les athlètes de haut niveau français pour les Jeux Olympiques. Et c'était sur un sujet autour de la boxe olympique. Et donc, en fait, l'objectif, c'était de construire un système, enfin, un modèle d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur, qui soit capable de comprendre ce qui se passe sur le ring. Oui. Et donc, d'extraire des temps forts, en fait, sur le combat, détecter des coups, détecter des choses intéressantes, en fait, tout ce qui se passerait pendant le combat. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet-là. Très intéressant, j'ai appris énormément de choses et c'était aussi enfin, une de mes premières expériences sur la vision par ordinateur, qui est le domaine de l'intelligence artificielle dans lequel les données qu'on traite, c'est des images et des vidéos. C'était une demande de c'est l'INSEP ou l'INSEE? L'INSEP, hein. C'est l'INSEP, ouais. L'INSEP, ouais. Institut C'est ça. national Oui. du sport et de On- l'expertise de la c'est ça. performance. C'est que la France et d'autres pays ou d'autres provinces comme le Québec sont champions du monde pour les acronymes, mais une grande Ouais. majorité de la francophonie, pas. Donc c'est pour ça que des fois, il me faut un moment où j'ai un temps de latence. Oui. C'était un souhait de l'INSEP, ce projet, ou c'est toi qui l'as amené comme porteur de projet? Non, alors non, c'était l'INSEP qui avait déjà initié le projet via un de leurs labos de recherche qui s'appelle Ok. l'IRMET. Ouais. Euh, et donc, en fait, c'est de la recherche publique. Donc, ils ont des financements publics via l'ANR, un Oui. autre acronyme, l'Agence nationale de recherche, pour en fait des projets de recherche autour du sport dans l'optique de préparer les JO de Paris 2024 Ah, qui bah. approchent à grands pas. Puis c'était en quelle année que tu as initié ce projet? Ça, c'était en 2021 que j'ai commencé. Ok, excellent. Je Alors, trouve j'ai ça, un oui. petit peu de mal avec les dates C'est pas grave, c'était à avant les cause du JO. Covid. Oui, je veux dire, c'était avant les JO de l'année prochaine, disons-le comme ça. Oui, Je voilà. trouve ça assez intéressant parce que tu es un peu en train de tuer un mythe, parce qu'on a justement tendance à associer l'utilisation, je veux dire, de la technologie, justement, dans l'aide au sport, plus aux États-Unis qu'à la France. Moi, typiquement, quand tu me demandes les leaders, je te citerai les pays en Asie, les États-Unis, évidemment, deux, trois pistes de réflexion, je dis, au Proche-Orient, mais j'aurais jamais pensé à l'INSEP. Donc, je te remercie, ça permet déjà de tuer les mythes. Mais avant, excuse-moi, j'ai frappé mon micro.
Mais avant, tu as entrouvert une porte qui parlait de l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, en fait, oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur parce qu'en fait, j'aime la liberté. C'est vraiment le truc. Je sais pas, il y a des jours, j'ai envie de me lever à 11 heures. J'ai pas envie d'appeler mon patron pour lui dire que je vais arriver à midi. Tu vois, Ouais. je veux me lever à 11 heures. Je me lève à 11 heures. Ah, Et donc j'ai besoin un peu de cette liberté, de cette indépendance pour être le plus créatif possible. Et en fait, pendant le Covid, on avait pas mal de cours qui se faisaient à distance. oui, Et donc, je me suis retrouvé avec du temps libre. Et et comme moi, je créais déjà du contenu, j'avais déjà un petit peu de visibilité. Et bah, le hasard fait bien les choses. J'ai reçu une proposition d'une entreprise dans le BTP pour travailler sur une mission en freelance. Et donc, j'ai commencé à bosser avec eux en fait, c'était un POC, une proof of concept sur de la détection d'objets sur un chantier oui, pour deux objectifs. Donc, d'abord, sécuriser le chantier et essayer de mesurer l'avancement, en fait. c'est cool. Euh, voilà. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet-là. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur le monde du freelancing. Euh, Notamment, bah, quand j'ai rendu le projet, on m'a tellement remercié, on m'a dit que mes prix étaient 3 fois en dessous du Oui, oui, marché. oui, 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 ça Donc, j'étais un peu dégoûté, mais je me suis dit que c'était le coup de mon apprentissage. Donc, Oui. Après, c'est intéressant parce qu'il y a différentes écoles qui sont en train de se profiler avec le prix. Entre soit tu essaies de courir après le prix du marché parce que tu as toujours cette aversion à la perte qu'on a toutes et tous, où tu dis, ah bah tiens, telle compagnie ou telle personne a facturé tant. Puis il y a, je veux dire, une école un peu plus récente qui part sur le principe, bah écoute, moi il me faut tant pour vivre bien, puis profiter, bah voici mes tarifs, puis je suis à l'aise avec ça. Donc c'est assez intéressant de réaliser qu'en fait, tu es un jeune vieux dans ta tête. Non, ah, après, non, je te mais parce qu'il y taquine. a, il y a l'autre débat, en fait, dans le monde du Oui, freelancing. C'est que, est-ce que quand un jeune commence en freelance, est-ce qu'il doit proposer ses services moins chers ou gratuitement? oui, bah oui, Il y a cette question qui revient souvent. Alors, c'est vrai que moi, initialement, je me disais, bon, c'est un peu absurde de travailler gratuitement. oui, Même vis-à-vis des autres freelances, c'est quand même un travail à valoriser. Donc, il ne faut pas oui, habituer les entreprises au gratuit. Mais d'un autre côté, je me dis que pour certaines personnes, ça peut être des opportunités exceptionnelles de travailler sur des projets sur lesquels elles n'auraient pas pu travailler à cause de leur manque d'expérience. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que oui. maintenant, je suis un peu partagé. Oui, mais c'est quand même un sacré challenge parce qu'il faut être soit mature, soit déjà assez éveillé pour réussir à faire la part des choses, réussir à déjà créer ton plan en disant bah, je vais investir du temps dans ce projet-là, ce qui va me permettre de le rentabiliser comme ça. C'est pas donné à tout le monde, hein. D'ailleurs, moi, j'ai une histoire par rapport à ça. Oui, C'est que bah, moi, comme en fait, j'étais créateur de contenu, bah, j'avais de la visibilité et donc j'avais possibilité de trouver des missions facilement. oui, Quand il y avait un étudiant qui venait me voir, qui voulait apprendre ou faire des choses, bah, je lui disais bah, pourquoi tu ne te mets pas en freelance? Et en oui, fait, bah, pour moi, comme pour moi, c'était facile. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que pour les autres, ce soit compliqué. Mais en fait, non, parce que je me rendais pas compte d'une chose, c'est que moi, j'avais de la visibilité, donc j'avais déjà des clients. oui, Et quand on est étudiant, qu'on n'a pas de visibilité, qu'on n'a pas de clients, enfin, comment est-ce qu'on commence vraiment, en fait? Et vraiment, la première étape, c'est de commencer à créer du contenu. Et moi, je leur disais direct de se mettre en freelance, mais non, parce que enfin, ça marche pas. Quand tu es étudiant, personne te fait confiance et faut que tu prouves d'abord que tu as des choses à apporter, en fait. Et oui. donc, j'ai conseillé plein de gens plein d'étudiants sur ça. Et au final, c'était pas le meilleur conseil que j'ai donné. Bah écoute, un grand merci pour ce conseil mis à jour. Oui, s'il y a des étudiants qui écoutent. C'est vraiment cool. J'ai l'expression québécoise, t'es tombé en amour avec l'intelligence artificielle.
Mais c'est quoi? T'as regardé Terminator et tu t'es dit c'est ça qui m'intéresse dans la vie à 8 ans ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Euh, d'habitude, on aime. Tu sais, toi qui aimes le sport, ouais. normalement, je veux dire, t'aurais pu faire carrière directement dans cette filière-là ou. Non, en fait, non, parce que j'ai aimé la data science avant d'aimer le sport, en fait. C'est, Alors, c'est, c'est ça. Comment t'es tombé en amour avec ça? Comment tu l'as découvert? Parce que c'est pas courant comme. Tu En fait, trouves. j'avais en prépa, j'avais compris que les stats et les probas, Oui. c'était parfait comme domaine parce que c'était super intéressant comme sujet. Et en plus, il y avait beaucoup d'argent. Le truc que j'ai vu. Oui, Et donc, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire. Et donc, quand j'ai cherché les domaines dans lesquels on peut faire des stats, des probas oui, et avoir un métier d'avenir, il y avait la recherche. La recherche sur ces sujets-là, ça ne m'intéressait pas. Il y avait la finance. oui. La finance, pareil, ça ne m'intéresse pas. Par rapport à mes convictions personnelles, c'est un monde que j'aime pas trop, en fait. Et le troisième domaine qui montait à ce moment-là, c'était la data science. Donc, naturellement, c'est ce domaine-là que j'ai choisi. C'est joliment dit. T'as toujours été aussi, je veux dire, mature ou c'est venu sur le tard? Compliqué comme question. Ok. Alors, je... Sens-toi bien à l'aise, t'es pas obligé d'y répondre. Je vais juste appeler tes parents là tout de suite pour avoir. je te donne leur numéro. Ils C'est sont à la ça. plage. Ils sont en Tunisie, là, ils profitent. Ah bah écoute, Donc, c'est le meilleur moyen de se faire déranger par un no-name. Bonjour, oui, je suis en train de discuter avec votre fils. Alors, il était comment quand il était petit? alors non, c'est vrai que enfin, je pense pas que enfin, je suis pas né comme ça. J'ai quand même, il y a eu plusieurs grandes étapes dans ma vie, et je pense qu'il y a eu un peu ce moment clé dans ma vie, un peu ce tournant dans lequel j'ai changé d'optique vis-à-vis de moi-même et d'optique vis-à-vis du travail que j'allais fournir. En fait, c'est vraiment à la fin de enfin pas à la fin, c'était pendant ma deuxième année en prépa. Oui, Euh, enfin, c'était au moment aussi, il y avait mon grand-père avec qui j'étais très proche qui est décédé à ce moment-là. Donc, je suis arrivé un peu à un moment un peu charnière. C'était la fin de l'année 2016. ok, Je retiens pas les dates, mais cette date-là, je l'ai bien retenue. c'est normal. Euh, et donc, en fait, je voulais arrêter la prépa. Parce qu'à la fin de la prépa, on a des concours et ça me stressait beaucoup. Et Oui, donc, je voulais pas trop, j'avais pas envie. C'était peut-être par peur, en fait, par lâcheté, que j'ai voulu arrêter. J'ai eu une discussion très intéressante avec mon père. Et donc, il m'a incité à poursuivre. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, je commence à comprendre la vie, comment elle est. Et je vais me promettre qu'à partir de maintenant, je prendrai plus de décisions ou je refuserai plus de faire quelque chose par peur. ouais, Et au contraire, en fait, parce que souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est juste le début. Et une fois que tu l'as fait une première fois, une deuxième fois, bah, derrière, ça s'enchaîne. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai passé mes concours. Ça s'est bien passé, mais j'ai voulu les repasser une deuxième fois l'année d'après. Et donc j'ai refait une année de prépa. Je les ai repassés, j'ai intégré l'ISUP. Et en fait, quand j'ai commencé à l'ISUP, je me suis dit, OK, les études, ça suffit pas. J'ai besoin de... Parce que c'était au moment aussi où la data science, elle était en pleine explosion. Donc, oui, j'avais besoin de me démarquer par rapport aux autres. Si j'étais juste data scientist, c'était pas intéressant pour les entreprises. J'avais rien de plus à ajouter que mon diplôme. Donc, ouais. non, c'est pas exceptionnel. Et je me suis dit, bah, il n'y a pas de contenu. Bah, je vais créer du contenu. Je vais créer du contenu, je vais me faire remarquer. Et c'était aussi pour moi un moyen d'apprendre. C'est quand tu veux comprendre une notion, Oui, et pour être sûr de bien comprendre la notion, il faut être sûr de pouvoir l'expliquer. Et donc, via ce constat, je me suis dit, OK, faut que je lance ça, faut que je commence sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est peut-être
cet enchaînement de décisions qui a forgé ce que je suis aujourd'hui, quoi. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre et je Je souris jusqu'aux oreilles. Tu le sais que t'es brillant. Bah, j'essaye en tout cas, j'essaye Ah, d'être le plus brillant possible. Mais tu vois, en fait, c'est toujours, quelles que soient tes compétences, quelle que soit la quantité d'argent que tu as, quelle que soit ta capacité de travail, quelles que soient tes connaissances, tu peux jamais t'arrêter parce qu'il y a toujours plus sage que toi, il y a toujours oui, plus intelligent que toi, il y a toujours des gens qui travaillent plus. Et c'est parfois un peu frustrant, mais j'ai l'impression que c'est une course infinie. Donc même si j'essaye d'être brillant, je suis pas encore le plus brillant. Et je le serai sans doute jamais, mais je me dis que tant que je le suis pas, je vais continuer à travailler. je vais Et dire, donc, il y a une citation j'adore Peaky Blinders. oui, bah, oui, oui. Il y a une citation de Tommy Shelby que j'aime trop, c'est il n'y a pas de repos pour moi sur cette terre. Mais depuis le temps que je dis que vous êtes plusieurs mafias en France, puis qu'il faut vraiment vous watcher, quoi. Ah, c'est ça. Ah, on se le cachera pas, je dis, tu es basé en France, ton Ouais, activité est en France. Il y a eu pas mal de fois où la France a été à la mode dernièrement. Tu sais, grâce à la French Touch, grâce en fait aux multiples écosystèmes que vous avez. Tu sais, où même si vous en rendez pas toujours compte, mais de l'étranger, on vous regarde beaucoup parce ouais. que on a tendance à vous considérer comme soit des nouvelles communautés saines, soit au contraire, on se dit qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de choses, alors qu'on parle de la France. Ce qui est un peu bizarre, mais tu sais, beaucoup plus que dans des milieux qui sont un peu vieux, un peu sclérosés ou qui ont tendance à tourner en rond. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle? Est-ce que tu trouves que tu vis ta meilleure vie ou au contraire, ça pourrait plus? Au niveau, je parle de l'écosystème autour de l'IA, de l'innovation, de... Parce que nous, on a l'impression que c'est une cocotte minute. Tu sais, ça boue, ça va exploser. Mais il y a déjà des trucs géniaux, mais il va y en avoir encore plus. Alors, bah, c'est vrai que c'est un écosystème qui est intéressant, mais dans lequel il manque encore pas mal de choses. Après, en fait, c'est à plusieurs niveaux qu'il y a des choses qui se font. En termes de talent, par exemple, en intelligence artificielle, la France, c'est peut-être un des pays les plus avancés qui produit le plus de talent. Mais par contre, par exemple, un truc assez flagrant, c'est que les meilleurs talents, bah, il y en a beaucoup qui partent, en fait, qui restent pas en France, qui sont à Oui, Londres, qui sont à San Francisco, à New York. Et donc ça, c'est assez courant, surtout maintenant en intelligence artificielle. Ils vont aussi au Moyen-Orient. oui, Euh, L'Arabie Saoudite investit énormément, les Émirats. oui. Et donc, il y a un peu une fuite des talents en France. Euh, et sinon, sur l'écosystème, donc les startups, c'est un peu, enfin, il y a plein de choses qui se font, mais quand on regarde les résultats, ils sont pas à la hauteur d'un pays comme la France. Ouais. Tu vois, je crois qu'on a peut-être une vingtaine de licornes. Enfin, c'est rien du Oui, tout pour un oui, pays comme ah, la oui. France. Ouais. Après, il y a... Après, on peut se poser des questions sur est-ce que c'est la bonne métrique? Est-ce que le nombre de licornes, ça donne un indicateur sur la santé d'un écosystème startup d'un pays? Mais je me dis qu'en fait, on n'en fait pas assez par rapport à ce qu'on pourrait faire. Par contre, les acteurs publics ont conscience de ça et travaillent énormément. Il y a la BPI France, par exemple, qui fait pas mal de choses. Sur l'intelligence artificielle, il y a le coordinateur national qui s'appelle Guillaume Avrin, qui est partout, en fait, qui essaye d'aider pas mal d'initiatives en intelligence artificielle en France. D'ailleurs, on le Aussi, salue, hein, parce qu'on est sûr qu'il va nous écouter. oui, Guillaume, certainement. Euh, et donc, euh, et donc voilà, enfin, il y a plein de choses bien qui se font, mais pour moi, c'est pas encore assez. Il y a plus.
En tout cas, en termes de potentiel, on pourrait être beaucoup plus fort que ça. Surtout que, par exemple, là, on a une start-up française qui s'est créée pour concurrencer OpenAI sur les LLM, qui Oui, s'appelle Mistral. oui, Et en fait, ils ont fait une levée de fonds. oui, Mais ils n'ont pas été suivis par des investisseurs français. C'est des investisseurs américains qui ont participé à la levée. oui, Et en plus, avec une valorisation qui fait que bah, ils ont, je crois, peut-être la moitié de la startup. Et donc, en soi, enfin, c'est que au bout d'un moment, si tu peux avoir les meilleurs talents du monde, tu peux avoir les meilleures idées du monde. On est quand même dans un monde plutôt capitaliste dans lequel c'est la puissance de l'argent en fait qui compte. oui. Si les investisseurs français suivent pas, après il y a aussi bah là récemment la France c'est devenu je crois le troisième pays avec le plus de millionnaires Oui. au monde. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi. J'arrive pas trop à comprendre, mais tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Et bah, parce que en fait, quand tu regardes les politiques, peut-être la politique de Macron vis-à-vis des riches et des millionnaires, elle passe encore. Mais sinon, quand on regarde, par exemple, les idées un peu plus de gauche, quoi, Mélenchon, tout ça, c'est vraiment Oui, une chasse aux millionnaires, quoi, une chasse aux riches qui sont en train d'essayer de mener. Et donc on a encore énormément de travail. j'ai le goût de rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est en fait une vieille croyance. Tu sais, on a tendance à dire qu'en France, tu peux pas échouer. Alors qu'aux États-Unis, on sait très bien que si tu n'as pas échoué au moins 10 fois, il n'y a aucun investisseur qui va te parler parce qu'il considère que tu n'as pas suffisamment vécu ou appris. T'as pas fait les trois startups, t'as pas planté un projet, etc. Donc, personne ne te confiera de l'argent parce que, comme on dit, t'as pas, ton cuir est pas assez tanné, t'as pas assez appris. Alors que en France, pour pas dire en Europe, tant que t'as pas, c'est ça, si on t'investit sur toi, tu peux pas échouer. Si tu échoues, bah, tu deviens blacklisté. Est-ce que cette vieille croyance qui traîne pour toi, ça résonne, ça te semble vrai ou absolument pas? Alors déjà, en fait, c'est très différent en France. On peut pas échouer dans le sens où même si tu plantes ta startup, Oui, enfin, il y a très peu de chances que tu finisses à la rue, quoi, par oui, exemple. oui, Alors qu'il y a des pays, bah, tu plantes ton business, t'es vraiment blacklisté, personne te recrute derrière. Et voilà, quoi, c'est fini pour toi. Mais en France, quand même, il y a quand même une structure sociale qui fait que quand tu raisonnes en pire, enfin, si tu raisonnes au pire des cas, il n'y a pas grand-chose qui puisse t'arriver. Même si tu plantes ton business, que tu as perdu des dizaines de millions d'euros, tu vas même pas aller en prison, en fait. Alors qu'aux États-Unis, tu perds l'argent des investisseurs, tu peux finir en prison, par oui. exemple. Oui, C'est aussi. mais tu as une série sur Apple, sur Netflix, sur Ouais. Prime de ta vie. Oui, voilà, ouais, c'est vrai, ça peut être pas mal. SBF, c'est devenu une star internationale. Mais oui, tu sais, Isabelle Holmes. c'est ça, t'es dans Marde, mais tu as une vanity métrique qui écrit ce mot, enfin qui est très haute. Tu sais, Ouais, peut-être. Après, je sais pas trop si quand tu vas sortir, les gens vont te faire confiance. C'est peut-être un peu compliqué. Parce que ton histoire est sur Netflix, justement. Ah bah écoute, on sait jamais. On a Ouais. beaucoup parlé de ce que tu faisais au niveau professionnel, mais qu'est-ce qui t'anime en dehors de ça? Parce que depuis avant, tu parles beaucoup de sport. Je sais très bien qu'il y a une multitude d'Iliès derrière le gars passionné d'AI. Qu'est-ce qui fait avancer, pour pas dire courir, Iliès en dehors de l'intelligence artificielle et des data? Moi, je suis très attaché à la famille. Et donc, c'est un peu dans ma famille que je puise toute cette énergie. Euh, Forcément, enfin, il y a besoin de quelque chose auquel se rattacher, Bah surtout oui, sur les moments un peu compliqués. Comprendre un petit peu, toujours, parce qu'il y avait un truc là des entrepreneurs, soi-disant, enfin, les gourous de l'entrepreneuriat, tout ça, oui, qui disent tous ça. Et moi, j'arrivais pas trop à comprendre. C'était en fait, ils disent tous.
pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois trouver ton why. Oui, oui, Et moi, je me suis toujours demandé, mais attends, mais c'est quoi mon why? Qu'est-ce que c'est? Enfin, oui, et j'étais vraiment obsédé par ça, par trouver mon why. Et en fait, je me suis dit, parce que j'ai l'impression que je puise mon énergie dans mes rencontres, dans le fait de me sentir utile autour de moi. Ma famille, mes amis, les gens en général. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que j'ai envie d'avoir, c'est un peu cliché, mais c'est ça, j'ai envie d'avoir de l'impact. J'ai envie d'avoir de l'impact et tu vois, moi, le truc qui me ferait kiffer, c'est, oui. je sais pas, je monte dans le train et je vois un type qui est en train d'utiliser une appli que j'ai développée et qui est content parce que le truc est, est parfait, gagner du temps, que voilà, rendre content les gens, leur faire gagner du temps, c'est ça, c'est ce qui m'anime. Et sinon, au niveau des autres choses, mes passe-temps, les choses que je fais en dehors de mon travail, euh, comme la plupart du temps je travaille, il n'y a pas grand-chose, mais j'essaye quand même de sortir. J'aime beaucoup, je suis un passionné de foot, Oui. donc voilà, j'aime beaucoup le PSG. J'avais dit pas de questions qui fâchent. Bon, alors, le PSG, d'accord. Bah, c'est pas très facile pour nous en ce moment, mais Ah oui. Bah, en même temps, ça n'a jamais été facile depuis pas ça n'a mal de jamais temps. été facile. Ça n'a jamais été facile, mais bon, on reste confiant. Écoute, Euh, je- bah, je- après, je- ouais. non, Après, on j'allais dire, il restera dans tous les cas toujours FIFA. oui, au pire, sur FIFA, on peut gagner la Ligue des Champions. Oui. Mais après, c'est logique, hein. Je suis né à Bondy, en Île-de-France, la ville d'Mbappé, justement. Et donc, Oui, oui, oui. et donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma vie sur Paris, donc forcément, je vais être pour Paris. Je vois pas. J'ai plein de chants supporters qui sont en train de tonner dans ma tête. Ouais, et toi, Euh, tu suis un petit peu le foot? Parce que Moi, nous, oui, oui, je suis le ok, soccer ici. Enfin, je suis le soccer européen. Moi, je suis très compétition internationale. Donc, pour moi, il y a l'équipe de Suisse, puis c'est tout. Et ok. puis évidemment, je suis un peu la Ligue des Champions ou les grands matchs. Mais Ok, non, on a ce cliché que les Américains du Nord, le soccer, ça les intéresse pas. Et, non, enfin, à non, part non. avec la MLS. En fait, il y a deux couches. C'est un, le soccer, c'est un sport de filles et un sport de nouveaux arrivants ou d'immigrants. Les gens du Sud Ah, ici, c'est ok, beaucoup pratiqué, mais c'est ok. juste que on a quelques équipes, mais comme on dit, c'est des équipes de retraités, de superstars retraités, etc., qui viennent. C'est comme là, on a Messi qui a rejoint la MLS. Ouais, ouais, Super, il est venu chercher un chèque. Je dis, ouais. on en a eu plein avant, mais le niveau est vraiment pas haut. Et puis, je veux dire, c'est comme regarder un match au ralenti. Mais en revanche, on a du football dit US en Europe, on a le hockey évidemment. Donc on a Ouais. d'autres, on a la NBA avec le championnat mondial en fait, il y a juste les États-Unis puis le Canada. Puis ils apportent les meilleurs joueurs de l'étranger. Non, on a des belles choses. Le temps passe vite, donc je vais aller dans l'ordre. Un très grand merci, Ilyes, pour ce temps de qualité. Les gens ont compris pourquoi je voulais t'inviter. Il y a vraiment plein d'inspiration dans ce que tu nous as partagé. Et j'ai deux dernières questions pour toi. La dernière, si tu avais un message à passer au plus grand nombre, quel serait-il? Même si tu en as déjà passé deux, trois. Bah, moi, je pense à un message enfin, je me dis que de toute façon, le résultat est jamais garanti, donc faut prendre du plaisir dans ce que vous faites maintenant. C'est que il y a rien avant, il y a rien après, c'est maintenant qu'il faut être heureux. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait de grandes choses. Je pense que toi, dans la gamification, tout ça, Oui, oui, ça t'amuse pas mal, oui. et derrière, que ça fonctionne ou pas, ça, si ça fonctionne, c'est un bonus, tant mieux.
Mais si ça fonctionne pas, dans tous les cas, tu as pris du plaisir. Et donc, Il y a pas mal de choses que tu as dit sur lesquelles on se rejoint, dont la satisfaction de pouvoir voir la satisfaction sur le visage des personnes qui utilisent ce que tu as conçu et qui ne sont pas au courant que ouais. c'est toi qui l'as fait, mais toi tu constates tout ça et tu dis yes. Oui, ça doit être une sensation exceptionnelle. Mais oui, ça fait partie des cookies de la vie. Et l'autre message aussi, c'est que à l'heure de l'intelligence artificielle, Oui, je pense que une des seules compétences qui compte, c'est la capacité d'apprendre. oui, La capacité d'apprendre vite les choses pour s'adapter à toutes les situations, en fait. C'est que aujourd'hui, même que ce soit pendant tous les domaines, que ce soit en data science ou autre, oui. mais aujourd'hui, quelqu'un qui sait coder en Python, faut il se dise que il faut pas qu'il se définisse comme développeur Python. Il faut qu'il se dise que moi, je suis quelqu'un qui résout des problèmes Oui. et Python, c'est l'outil que j'utilise. Mais si demain il y a un autre outil qui arrive, bah il faut changer d'outil et être capable de s'adapter. Extrêmement important. Pensez à le noter, ça sera dans l'examen de fin de session. Une dernière fois, je mettrai évidemment tous les liens de ces réseaux en description. Allez lui donner de la force, allez le suivre. Sincèrement, là, on a entreaperçu le préface de la série de livres qu'il est en train d'écrire. S'il y a une personne à suivre, justement, en plus, il parle français, c'est génial. Foncez. Donc, une dernière fois pour moi, un très grand merci pour ton temps, un très grand merci pour ces messages. Et puis, c'est sûr qu'on se reparle. Et je te laisse le mot de la fin. À toi de jouer. Avec plaisir, bah, merci beaucoup pour cet épisode, merci pour l'invitation. En plus, je vais avoir l'honneur d'être dans un podcast qui a un nom stylé. Donc, donc rien que pour ça, je suis heureux de faire partie de ta liste d'invités. Voilà. Merci beaucoup, prenez tous soin de vous et à bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.